Bonjour, nous sommes dans le trio économique sans Frank pour quelque temps. Bébé requiert de l'attention, évidemment. Donc, ce qui est plate, par exemple, d'être deux avec Vincent, c'est que là, je vais être obligé de l'écouter pour vrai. Tu sais, d'habitude, je travaille en même temps, puis je fais fuck, là, tu sais, je m'intéresse pas tant à ce qu'il dit, puis de temps en temps, je reviens, puis je fais déraper la conversation. Là, je vais être obligé de l'écouter pour vrai, sinon ce sera pas un podcast. Euh, juste avant. Ben oui, je t'écoute T'es, tout le temps, t'es Vincent. tellement doux. Mais j'apprends des affaires intéressantes avec toi. Juste avant, par contre, notre commanditaire, Antoine Bernier, Les leçons du passé, sa trilogie, ça va bien. Là. Il y en a deux livres de sortie. Le premier, Le piège du confort. Le deuxième, évidemment, qui était sorti à l'automne. On l'a juste ici, l'épreuve du réel. Et il me dit que le 25, normalement janvier, le troisième devrait sortir. Hey, as-tu vu, on suggère ton livre à côté de ceux-là d'Antoine. Quand même bien fait, Amazon. Hein? C'est des bonnes paires. Ça va, il me semble que ça va ensemble. Exact. Je vous le conseille fortement, c'est très bien fait. Vous allez vivre une histoire un peu adolescent, jeune adulte, retour dans le passé avec une pierre qui est magique, puis tout ça. Mais les leçons économiques qui sont à l'intérieur du livre sont fantastiques. Le prof Geloso en fait partie. Le prof Pierre Desrochers en fait partie. Il y Non, a non, même non. Peter Rock. Peter Rock. Peter Rock. C'est définitivement le personnage principal de ce livre-là, même s'il Oh, ouais. n'apparaît pas souvent. C'est le meilleur personnage du livre. Ah, les gens On vous le l'aiment. suggère fortement. Mais tu sais, en même temps, les auditeurs, ils aiment Peter Rock. Écoute, à part, à l'exception de nous trois, c'est celui qui a fait le plus de figurations ici, suivi de très loin par Germinal, qu'on a eu quelques fois, mais Pierre, c'est le favori de tous. Oui, exact. Non, Pierre et Germinal sont très, très, très appréciés de notre public. Hey, écoute, tu allais du côté de l'Allemagne pour aujourd'hui. Papier que vous venez de publier récemment. Donc, évidemment, ça fait un beau sujet à parler dans le trio économique. Brothers from Another Mother. Donc, des frères d'une mère différente. The Causal Effect of German Reunification on Economic Freedom. Donc, si je comprends bien, il y a des gens qui disent que, tu sais, à Haïti, mettons, il n'y a rien à faire avec Haïti. On ne peut pas rebâtir la stabilité économique. On ne peut pas rien faire avec eux autres. Ils n'ont pas ça dans leur gène, eux autres. Ils n'ont pas ça dans leur culture, eux autres, d'être riches. Ils aiment ça être pauvres. Il y a des gens qui pensent un peu comme ça. Mais là, tout arrive, tu te dis, attends un peu, là, est-ce que l'aspect culturel est réellement important ou ben non, c'est les institutions qui sont importantes? Moi, j'ai l'impression que c'est l'aspect qui a été abordé dans ce papier, dans ce papier-là. Là. Ouais, puis écoute, la raison qu'on en a parlé, c'était, quand on l'a motivé, c'est que on avait réalisé que c'était probablement le meilleur test de l'argument sur l'immigration. L'idée du clash culturel, que les immigrants importeraient des préférences politiques incompatibles avec les institutions de l'Occident. Donc, tu peux entendre Alexandre Cormier-Denis avec tout son vocabulaire, puis je ne vais pas essayer de faire l'imitation high quality que Frank avait faite avant le temps des fêtes. Là, je ne suis pas capable de faire des bonnes imitations. Mais cet argument-là qui amonte à dire importe le tiers-monde, devient le tiers-monde. Ben là, ici, c'est sur le plan des institutions. Si tu importes des gens qui ont développé des institutions, qui ont donné des résultats du tiers-monde, ben, si ces gens-là viennent ici, ils vont transposer ça sur la culture locale. Puis le terme en anglais qui est donné pour ça, c'est cultural transplant, puis que tu peux pas transposer des cultures l'une sur l'autre. Puis, ben, nous autres, on a regardé ça. On s'entend que c'est un argument qui néglige beaucoup de trucs. Il Oui. néglige justement l'impact des institutions sur les humains. Donc, le fait d'avoir un humain qui avait peut-être de la difficulté économique dans son pays, mais qui arrive dans un autre pays avec des meilleures institutions pourrait s'améliorer. On dirait que ça, c'est complètement négligé. Puis également, justement, c'est comment... C'est quoi en réalité la culture, grosso modo? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est justement, est-ce que c'est vraiment la culture ou c'est pas les institutions? Puis l'autre aspect, ben, tu sais, du côté de l'immigration, on s'entend que quand tu arrives puis tu accueilles les immigrants d'un pays, nécessairement, tu n'es pas en train d'accueillir les pires personnes de ce pays-là. Là, tu sais, dans le sens que il a fallu avoir un certain goût du risque, avoir
certaine débrouillardise pour quitter ce pays-là, le goût de l'aventure, et ainsi de suite. Fait que, tu te ramasses avec des gens qui ont probablement, pas tous évidemment, mais probablement un profil qui s'approche beaucoup plus de l'entrepreneur moyen qu'on pourrait y penser, là, dans le sens que décider de tout laisser derrière puis de partir dans un nouveau pays, c'est pas la moyenne des ours qui fait ça en général. Oui, puis le problème, écoute, quand tu dis ce que tu dis ici, ça revient à un problème avec les questions d'immigration, c'est qu'il y a un effet de sélection. Les gens qui déplacent vers certains pays, ils choisissent quelque chose. Ils peuvent choisir des revenus plus élevés, mais ils peuvent aussi choisir, tu sais, le pays en fonction des institutions. Donc, pourquoi les immigrants français préfèrent le Québec relativement, disons, à l'Alberta? Ben, parce que le Québec parle français. Donc, tu sais, tu choisis sur d'autres caractéristiques, mais tu as un biais de sélection. Ceux qui veulent se déplacer vers un nouveau pays, c'est probablement ceux qui sont les plus sympathiques à l'égard des institutions. Donc là, qu'est-ce que tu observes vraiment quand tu essaies de dire qu'il y a un clash culturel? C'est-tu vraiment une culture ou tu manques quelque chose d'autre? Il y a comme plein de bruit dans l'attribution de c'est quoi la racine causale de ça. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a comme cliqué que l'Allemagne, la réunification des deux Allemagnes après la chute du mur de Berlin, c'est comme le meilleur test empirique possible de l'idée Blanc, d'un... blanc. Ben, Germanique. non seulement ça, mais c'est parce que ça montre, tu as un effet ici d'une différence culturelle, puis je vais expliquer un petit peu plus ce que je veux dire ici par culture, mais tu n'as pas d'effet de sélection. C'est-à-dire Oui, que exact. du overnight, puis tu sais, Tu as pris la population complète, là. Du premier percentile au 99e percentile, one shot, là. Exactement, puis ils sont très différents. Puis c'est ça la chose que je veux dire, c'est que les gens pensent que c'est des Allemands qui ont rejoint des Allemands. Non, les deux Allemagnes étaient initialement des places très différentes et elles le sont devenues encore plus après 40 ans de communisme, parce que le communisme a un effet sur la culture, no shit. OK, toi, tu dis, dans le fond, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà une cassure entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, hein. Exactement, et elle a été amplifiée. Mais là, ici, tu sais, comment Elle ça? venait d'où? Ben, parle-nous un peu de cette cassure-là. Elle vient d'où, principalement? Ben écoute, je vais commencer avec un peu, tu sais, une sorte de clarification de qu'est-ce que je veux dire par culture. Là, ici, c'est plus vaste que l'ethnicité. Là. Certaines personnes veulent vraiment juste se concentrer là-dessus, mais par culture, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais voir des préférences politiques très différentes par groupe. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu crois face à des choses comme l'avortement, face à la redistribution, face à la propriété privée. Donc, tu sais, tu as comme une sorte de distribution de toutes les opinions sur une multiplicité de sujets. Puis là, ce qu'on dit, quand l'argument est fait sur l'immigration, c'est que peu importe qu'est-ce que les opinions de la population d'accueil sont, ceux qui sont de la population qui entrent ont des croyances complètement différentes. Puis là, si tu essaies de faire un changement parce que les nouveaux immigrants vont éventuellement voter, etc., est-ce que la qualité des institutions se dégrade parce que la population est trop hétérogène? C'est ça l'idée du clash culturel ici. Puis c'est plus vaste que l'ethnicité, parce que tu pourras avoir des gens qui sont du même groupe ethnique, mais ils croient deux choses très, 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 très différentes. Puis ben là, tu as une dégradation en termes d'économie politique de la qualité des institutions. Donc, c'est comme si tu fais venir, c'est la joke qu'on fait souvent, le Texas, tu fais venir beaucoup de Californiens au Texas. Est-ce que ce qui a attiré les Californiens au Texas va être détruit parce que les Californiens vont là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préférences politiques? On fait la même joke au Québec à l'égard des Français. Les Français qui viennent, c'est tous des mélanchonistes, donc ils vont détruire le Québec. Tu sais, je dis pas que je crois ça, là. Je dis que c'est Là, au ça. moins, présentement, ceux qui veulent quitter la Californie ont une valeur nette en haut d'1 milliard de dollars. Fait que c'est quand même intéressant pour le Texas. Je pense qu'ils vont y prendre, eux autres. Il n'y aura pas de stress. Peut-être, mais écoute, mettons les commentaires avec plein de préjugés de côté, là, puis qu'on aime ça taquiner des gens, mais l'idée, c'est ça. Fondamentalement, là, si tu le regardes comme un économiste, l'argument qui est fait sur le clash culturel, c'est cette idée de deux groupes avec des croyances tellement différentes que si tu les ramènes ensemble, il y a trop de clash dans les institutions, puis la qualité des institutions doit se détériorer par définition. Mais ce que tu dis, c'est ça. C'est pré-communisme, pré-Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne de l'Est était quand même déjà différente de l'Allemagne de l'Ouest, là. Exactement. Donc, par exemple, si tu regardes les résultats d'élection, donc tu prends les cartes 1924, 1928, puis tu regardes les résultats, l'Allemagne de l'Est était déjà un petit peu plus à gauche
avait des comportements politiques différents que l'Allemagne de l'Ouest. Au moins, les communistes ont communisé la bonne Allemagne, au moins ça. Ben, écoute, ils ont pris la partie. Ben, en fait, c'est probablement une manière de penser que la région qu'ils ont voulu avoir euh, euh, lors des discussions avec les autres alliés, c'est la région qu'ils savaient qu'ils étaient capables de OK, ouais. gouverner. Parce Fait qu'il du sens. y avait une base qui était là, qui était plus proche d'eux, parce que en fait, il y avait déjà une force ce qui était le KPD. Le KPD performait très bien en Allemagne de l'Est. Ça, c'est un parti communiste, dans le fond? Oui, Communist Party Deutschland. Donc, le K, c'est pour communiste en allemand. Il performait déjà très bien à l'époque pré-Deuxième Guerre mondiale, mais aussi en termes d'autres comportements sur l'entrepreneuriat, sur le niveau d'alphabétisation. C'était deux sociétés qui étaient pas, pas genre les deux solitudes comme le Québec versus le Canada anglais, là, rien d'aussi extrême, mais il y avait quand même une distinction entre les deux. Donc, c'était pas la même. C'était deux sociétés qui étaient différentes. OK? Est-ce que les Mettons, là. institutions se ressemblaient beaucoup, par contre, ou c'était juste des mentalités qui étaient un peu différentes? Bon, l'Allemagne est une drôle de place dans le sens que lors de l'unification de l'Allemagne, les régions gardent certains pouvoirs, notamment, par exemple, la Bavière, mais il y a une unification centrale. Donc, Oui, oui, parce qu'avant, c'est un genre d'empire, hein, l'Allemagne. Avant de devenir l'Allemagne, c'est la Prusse, je pense, puis des places comme ça, là. la Prusse, c'est fondamentalement une grosse partie de l'Allemagne de l'Est, pas au complet. Il y a des parties comme la Saxe ou Brunswick ou d'autres régions comme ça qui faisaient partie voyons, de, qui faisait pas partie du royaume de Prussie, mais la Prussie, c'est le gros de l'Allemagne de l'Est. OK? Donc, OK. et ça, c'est une section qui est largement protestante. OK? Donc, OK. mettons ça au OK, il clair. y a un impact religieux de ce côté-là. Ouais, fait Les qu'il y a institutions différentes vont être beaucoup au niveau religieux. ouais, fait qu'il y a une différence religieuse qui existe. Il y a quand même des catholiques en Allemagne de l'Est, là, don't get me wrong. Mais tu as une plus grande proportion, par exemple, de, de catholiques, par exemple, en Allemagne de l'Ouest, surtout plus tu te rapproches de la section qui est la Suisse et l'Autriche, donc la Bavière, très catholique, Baden-Baden, certaines régions sont définitivement plus catholiques. Donc, tu as des différences qui émergent sur le plan religieux. Donc, c'est pas des sections C'est dans quelles années que l'Allemagne, je te pose des questions que tu sais peut-être pas, là, mais à peu près dans quelles années l'Allemagne devient l'Allemagne, là, que ces empires-là sont pas mal dissous éventuellement? fondamentalement, l'Allemagne comme pays naît en 1870, après la guerre franco-allemande qui mène à l'annexation de deux parties de la France au Deuxième Reich, en toute fin pratique. C'est parce que c'était l'empire des Hohenzollern, c'est le nom de la famille royale. Et c'est sous un chancelier qui s'appelle Bismarck que l'Allemagne est unifiée en une seule polité. Et il y avait quelques conflits dans les années 1860 qui ont contribué à cette. Ça s'est pas fait overnight, là, il y avait une tendance. Mais il y a eu une guerre, par exemple, avec le Danemark pour prendre une partie du territoire danois. Fait que si tu regardes la carte de l'Allemagne, il y a l'air d'avoir la partie qui sort de l'Allemagne, qui est en fait le Danemark, qui a l'air d'une sorte de un mini pénis qui sort de l'Allemagne. Ben, il y a une partie qui appartient à l'Allemagne, une partie qui appartient au Danemark. Ben, avant, la partie du bas, qui est, j'ai trop de la difficulté à dire, Schleswig-Holstein, était en fait avant entièrement aux Danois. L'Allemagne en a réclamé une partie dans une guerre qui a une phrase très connue, c'est qui comprend la guerre entre l'Allemagne et le Danemark. Puis il y avait un premier ministre britannique qui avait dit il y a trois personnes qui la comprennent. Moi, puis j'ai tout oublié. Deux, Et un, c'était pas Churchill? non, c'était pas un autre, c'était peut-être dans les années 1860. Il dit un autre homme, un Allemand qui est malheureusement décédé, et un troisième qui est devenu complètement fou.
Donc, c'est perdu à l'histoire. C'était une joke qui était faite là-dessus. Puis j'ai probablement L'humour british, hein? c'est un humour définitivement anglais. J'ai oublié les détails, mais c'était un premier ministre qui avait dit ça. Puis, tu sais, fondamentalement, il y a eu une série de conflits qui ont mené à à l'unification des Allemagnes. Mais tu le vois dans les cartes avant, il y avait des différences définitivement entre l'Est et l'Ouest, mais les différences n'étaient pas aussi grosses que ce que 40 ans de communisme Peuvent faire. peuvent faire. Donc, il y avait Ça a amaigri son homme un petit peu, le communisme, disons. Ben, écoute, sous le communisme, tu as plusieurs choses que tu peux voir apparaître en termes de différences culturelles. Une d'entre elles qui est vraiment cool, c'est les préférences à l'égard de l'inflation. Donc, après avoir grandi pendant très longtemps dans un régime communiste, les gens d'Allemagne de l'Est ont encore une aversion plus forte à l'égard de l'inflation que l'Allemagne de l'Ouest parce que ils ont un très mauvais souvenir de ça. Donc, quand on regarde leur preference for inflation, il y a des articles qui trouvent que, particulièrement, bien sûr, chez les plus vieux, le comportement a une longue ombre du passé. Il se rappelle qu'avec un salaire mensuel, ça se peut que tu sois pas capable d'acheter du pain. Là. Exactement, mais aussi qu'il y a des rationnements. Donc, ils ont des croyances définitivement différentes. Mais ils ont aussi d'autres différences que tu vois qui ont émergé. Donc, par exemple, sur l'entrepreneuriat, les attitudes sur le self-employment ou Se décoller en business en Allemagne de l'Est, ça devait être facile. Hein? À l'époque des Stasi, là, ça devait être une bonne idée. Ouais, écoute, on dira ce qu'on veut sur ça, mais ça a un petit effet, OK? Je trouve que ça fait du sens, OK? On va faire des euphémismes, OK? Mais en gros, tu as des différences dans les attitudes quant à l'entrepreneuriat. Tu vois encore des différences sur les rôles de genre. Donc, les rôles sont beaucoup plus traditionnels en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Es-tu en train de dire que le communisme ralentit l'émergence de la femme dans la société économique? Ben écoute, il y a des livres que il y a un livre que je suis en train d'écrire un article avec un de mes étudiants, puis il veut pas qu'on appelle l'article comme ça, mais le titre, c'est Fucking Communist. Puis le point, c'est de regarder la fertilité dans des pays qui ont eu le traitement à choc du communisme, puis là avant, puis là après, donc l'effet causal du communisme sur la fertilité, d'où le titre Fucking Communist. Puis mon étudiant, il est là, mais je peux pas me faire embaucher avec ça. J'ai dit, on va juste mettre la version de travail dans ce titre-là, puis quand ça sera le temps de le publier, on changera le titre. Ça va me motiver à travailler plus sur l'article, mon ami. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un titre comme ça. Avec les femmes modernes qui sont très communistes, ils n'ont pas compris que c'est pas en leur faveur même. Ben, en partie, ça aussi sur le partage des tâches. Donc, quand on regarde les opinions, par exemple, sur les femmes au travail ou sur les types de travail, généralement, il y a des différences culturelles assez fortes qui émergent entre est-ce que tu es né du côté Est ou est-ce que tu es né du côté Ouest. Géographiquement, tu peux le voir encore aujourd'hui, il y a encore des différences dans les comportements politiques. Le parti de l'AfD, donc le parti plus hostile. C'est l'extrême droite, ça, selon nos médias. Exactement, mais il est très populaire en ancienne Allemagne de l'Est. Le parti de l'extrême gauche aussi est très populaire aussi en Allemagne de l'Est. Donc, tu vois Ils vont plus dans les extrêmes dans leurs opinions politiques. Exactement. Donc, tu vois encore un héritage du communisme qui est présent, qui a été créé par le communisme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Puis en fait, le communisme en a créé d'une manière un peu inattendue. C'est que quand la guerre a eu lieu, les Russes étaient tellement sauvages à l'égard des Allemands, puis tu peux comprendre un peu pourquoi, l'invasion des nazis des territoires de l'Est, donc de l'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie, des pays baltes, puis ils sont allés jusqu'aux portes de Moscou. Tu peux t'imaginer que les Allemands n'étaient pas bien fin, puis qu'il y avait une sorte de soif de revanche de la part des Russes puis des Européens de l'Est contre les Allemands. Donc, quand ils rentrent en Allemagne de l'Est, commencent à rentrer en Prussie,
Ils sont particulièrement violents, ils pillent, ils violent. Ça, tu parles dans la Deuxième Guerre, ça. Exactement. Mais en même temps, Parce qu'il avait commencé la guerre avec un acte de non-agression, les deux le Soviet Union puis l'Allemagne. Mais à un moment donné, ça n'a pas été respecté parce que Staline a fini par aller prendre une bière avec notre ami de l'Angleterre. ouais, ben, je pense pas qu'il avait envie de prendre la bière avec Churchill. Je pense que quelqu'un il a dit, quelqu'un l'a comme forcé à aller au bar avec Churchill. Puis C'est qui s'est couché en premier? C'est dur à dire. On va y aller dans l'euphémisme encore une fois. On va présumer que ça avait quelque chose à faire avec l'idée qu'il y avait un bonhomme à moustache qui voulait un espace vital très très large. Puis que les Russes et les Slaves devaient être des animaux de ferme. Donc, tu peux comprendre un peu pourquoi il est allé prendre sa bière. Mais revenons au sérieux. Dans l'agressivité, dans la violence, beaucoup d'Allemands ont quitté vers l'ouest. Et ceux qui ont quitté, c'était ceux qui étaient particulièrement hostiles au communisme. Donc, tu as eu un autre effet de l'invasion communiste, c'est que tu as eu un effet de sélection à l'intérieur des deux Allemagnes, où est-ce qu'au moment de la guerre, beaucoup de gens se sont déplacés vers l'ouest, et tu avais un effet de sélection. Ceux qui se sont déplacés, c'était surtout ceux qui étaient les plus hostiles aux idées communistes. Donc, ça a comme raffermé, peu importe les effets que le communisme après a eu sur la socialisation des gens, a été amplifié par la migration jusqu'à ce que Oui, c'est ça. Il y a été un temps qui pouvait circuler, dans le sens que tu es dans l'Allemagne de l'Est, tu comprends que le communisme, c'est débile raide. L'Allemagne est en train de perdre la guerre. Tu regardes ça aller, tu dis là moi, je m'en vais d'ici. Tant qu'à se faire conquérir, on va se faire conquérir par les Anglais et les Américains. Il y a dû avoir du monde qui ont regretté de ne pas avoir traversé la frontière, maintenant. Ouais, il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, ça devrait donner une idée de pourquoi il y a une différence. S'il y en avait une initialement, parce qu'il y a un petit peu un débat sur est-ce que la différence initiale était importante, peut-être qu'elle était là, peut-être qu'elle était pas là, mais si elle est là, elle était modeste. Définitivement, peu importe ce qui a existé, a été amplifié par les deux forces que je mentionne, la socialisation que les communistes font sur les gens, donc qui changent les expériences culturelles d'un groupe, mais pas de l'autre. Et en même temps... Socialisation, c'est un beau mot pour dire esclavage, pareil. On est dans... écoute, on peut On dire... est politiquement correct, c'est vrai. C'est des études universitaires peer review. T'as raison. Ben, écoute, je pense le terme que tu as dit, mais en termes de langage, c'est vrai que c'était un effet de socialisation. Donc, on peut y aller dans le catégorique, de la catégorie de... C'est une forme de socialisation. Puis tu as eu l'autre qui venait du fait que tu as eu, jusqu'à ce que la reddition allemande se fasse en mai 48, en mai 45, donc le 8 mai 45, que tu as eu un peu un changement de la distribution de la population vers l'ouest sur le critère d'hostilité aux communistes. Donc, ça a renforcé, excuse-moi, les différences entre les deux groupes. Donc, Oui, puis quand vous faites votre recherche, est-ce que vous vous concentrez juste sur l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, ou vous observez aussi Berlin, les deux morceaux de la ville? Parce que si vous ne l'avez jamais vu, là, Berlin a été divisé en deux, mais Berlin est entièrement dans le territoire de l'Est, éventuellement. Ben, en fait, on prend puis je vais expliquer un peu la stratégie qu'on a empiriquement. Mais là je t'ai donné tout ça, là. Puis on a tous les détails. T'es en 1945, fais fast-forward jusqu'à 1989, le mur tombe. Donc là, tu as eu une différence qui s'est agrandie entre les deux groupes. Et du jour au lendemain, ce qui se passe puis d'ailleurs, à la veille de la chute du mur, les jeunes Allemands de l'Ouest ne considéraient pas l'Allemagne de l'Est comme une société allemande, ils les considéraient comme une société distincte. Donc les deux groupes c'était particulièrement les vieux, qui croyaient encore que les deux devraient être réunifiés. Mais chez les jeunes, il y avait une hostilité à la chose. Dans certains partis, comme le FDP, le Parti libéral allemand, il y avait l'idée qu'on ne peut pas raccommoder ces deux pays-là sans une longue période d'accommodation. Fait qu'il faut que ça soit une transition sur 10, 15, 20 ans avec des plans transitoires. On ne peut pas réintégrer des gens qui ont grandi sous le communisme alors que nous, on est prospères et libres. Donc, tu avais une sorte même
reconnu au moment de la réunification de, de tension entre les deux sociétés, qu'il y avait vraiment une distance qui s'était créée entre les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement allemand a décidé, non, fuck it, on va faire la réunification. Et non seulement ça, mais du jour au lendemain, là, on va pas essayer de faire un régime transitoire, on va juste absorber l'Allemagne de l'Est. Fait que tous les gens qui vont venir, l'Allemagne de l'Est va être dissoute, donc la, la République démocratique Hey, ça, d'Allemagne. c'est-tu drôle, pareil, tous les Toujours ça. pays communistes des républiques démocratiques. Ça me Oui, fascine. je trouve toujours ça très Démocratique en tabarnak, le communiste, pareil. Là. Ben écoute, il y avait quelqu'un, puis j'oublie c'est qui avait dit cette citation-là, mais si le mot démocratique est dans ton nom, tu es tout sauf. Euh, c'est le meilleur indicateur de l'absence de démocratie, c'est la présence du mot dans le titre. Dans le nom du pays. C'est une vieille joke, là, je dirais pas. C'est pas particulièrement nouveau comme commentaire sarcastique, mais ici, ce qu'il disait, c'est on dissout ça et tous les gens vont être intégrés dans le régime politique de l'Allemagne de l'Est. Fait que c'est un peu comme si. De l'Ouest, je veux dire. Oui, de l'Ouest, excuse-moi. C'est un peu comme si du jour au lendemain, le Québec décidait de joindre les États-Unis et on fait juste l'absorber dans l'État de New Hey, York. là, non, attends un peu. Là, on va couper ce bout-là au montage. Si tu vas faire capoter québécois, 51e État, Trump, puis tout. Ah, c'est que ça me tente pas. Là. Non, mais c'est pas comme si c'était créé comme un État à part. C'est vraiment comme si c'était intégré entièrement dans l'État de New York, mettons. T'essayes-tu de faire peur aux boomers, là? Non, j'essaie de trouver une analogie qui fonctionne. Mais l'idée, c'est qu'ils sont tous, en anglais, on utiliserait le mot subsumed. Ils ont été entièrement absorbés dans le cadre institutionnel de l'Allemagne de l'Est. Assimilés? Ben là, écoute, du jour au lendemain, là, on ne réalise pas l'importance de ça. De un, la population augmente de 16 millions de personnes d'une shot. 16 millions de personnes, c'est la population qui augmente de 25% overnight. Ton PIB, il augmente pas pantoute. Ouais, il augmente la population augmente de 25%, mais le PIB augmente de 10%. Te donner une idée des différences. Hey, c'est capoté, pareil. Hein? Ça devrait te donner une idée de la différence de richesse entre les deux. Puis les Allemands de l'Est, à peu près, l'idée, c'est que leur revenu, là, je cite de mémoire, mais le revenu d'un Allemand moyen de l'Est, si tu présumes que les statistiques soviétiques font du sens et sont comparables avec les manières de compter le PIB dans des pays capitalistes, parce que plein d'hypothèses sont importantes, mais mettons qu'il n'y a pas de problème, ben, ils sont à peu près 30% aussi riches que les Allemands de l'Ouest, ce qui veut dire que c'est à peu près 70% plus pauvre. Oui, c'est ça. Ben, en fait, non, l'autre est 3 fois plus riche que toi. 3 fois plus riche que toi. C'est quand même une crise de grosse différence. OK? Puis là, tu as les différences d'opinion politique. Là, tu as des grosses différences. C'est comme si les États-Unis regardaient, hey, nous autres, on va annexer le Québec demain matin. Il me semble que ça nous ferait du bien un autre État comme le Mississippi dans notre alliance. Ouais. Mais encore plus pauvre, là. Mais encore plus pauvre. Ça, c'est des ordres de magnitude plus pauvres. Là. Exactement. C'est pas la différence entre le Québec et le reste des États-Unis. Oui, le Québec est plus pauvre, mais tu sais, c'est pas du 2 pour 1. C'est définitivement pas du 3 pour 1. C'est genre du 1,2, 1,3 pour 1. Là. C'est pas. J'aimerais ça être 30 à 40% plus riche, don't get me wrong, mais c'est pas 300% plus riche, OK? Ouais, c'est ça. Mais là, du jour au lendemain, non seulement tu augmentes ta population de 25%, donc tu as un gros changement d'un gros bloc de gens qui sont massivement différents de l'autre bloc de gens qui existe. Ils peuvent tous voter! Ils peuvent tous j'avoue, voter hein, Christy, les politiciens qui ont fait ça, il y avait des couilles pareilles. Ben, écoute, c'était toute une affaire, puis c'était pas si facile de savoir. Puis il y avait même des trucs un peu weird. Comme la première élection qui a eu. C'est sûr que les premières moutures qui ont pensé, c'est de ne pas permettre à ces gens-là de voter tout de suite. Là. Ben, par exemple, le parti FDP, le Parti libéral allemand, lui, il était, écoute, il était très, très hostile. Puis c'est un parti, tu sais, on dit, c'est un parti, mais en Allemagne, les coalitions étant fréquemment récurrentes, le Parti libéral est toujours, pas mal tout le temps, dans des gouvernements de coalition. Et comme c'est le Parti libéral, ils ont souvent les ministères à nature, à vocation économique. Et le ministre à l'époque, Helmut Haussmann, il est super anticommuniste. Il dit que ça ne marchera pas. Il veut un truc graduel
il veut pas de... Parce que là, l'autre chose qui se fait, c'est que tu réintègres tout le monde aussi dans la monnaie allemande. Puis là, ça a l'air con, mais tu as aussi un choc monétaire. Ah, ben, c'est pas encore l'euro à l'époque, c'est le marque C'est- allemand qui est en place. Oui, mais il y a deux marques allemandes. Tu as celui de l'Ouest, tu as celui de l'Est. À Ah ouais, quel... il y avait un nom, lui, même s'il valait rien. Ben, ça s'appelait le Ostmark, qui était le Deutschmark de l'Est, Ost. Ça en servait comme papier de toilette. Ben, ça valait pas grand-chose, mais à quel taux tu l'acceptes? C'est-à-dire, les gens qui ont des comptes de banque en monnaie qui maintenant n'a plus de valeur parce que l'entité politique qui disait que cette unité-là valait ça n'existe plus, à quel taux tu les convertis? Ben, la chose qu'ils ont faite qui était encore plus, qui devrait te donner une idée que ça devrait être un choc euh, absolument massif, ils l'ont pris presque à parité. OK, fait que là, ils ont enrichi les Allemands de l'Est instantanément, ceux-là qui avaient encore des cochonneries qui traînaient dans le tiroir. Là. Ben écoute, au début, là, regarde, j'ai retrouvé la citation dans l'article, je me rappelais plus exactement du taux, mais c'était, voyons, je pense que c'était à 2 pour 1. Ah non, 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 excuse-moi, c'était à parité. Ils ont offert de reconnaître à parité le Wow. puis il faut que tu t'imagines qu'à l'époque, le taux du Ostmark, donc sur les marchés noirs, le taux de change, c'était que le Ostmark valait peut-être 30 à 40 Ouch! ce que le Deutschmark C'est un valait. appauvrissement volontaire de la part des Allemands de l'Ouest d'intégrer les Allemands de l'Est avec eux instantanément. Là. Ouais, puis ça, c'était pendant longtemps, mais dans les années avant, donc dans les années juste avant que ça s'effondre, tu avais besoin de 2,5 à 7 Ostmark per Deutschmark. Fait que là, ça veut dire que quand tu reconnais à parité, c'est comme si tu leur disais que ta valeur réelle de tes actifs, ben c'est 250 à 700 plus que ce que ça valait. Fait que là, c'est tout un choc, là. Je suis en train de te mettre la... Puis c'est pas pour 50 personnes. là. C'est pour des millions et des millions de personnes. C'est pour 25 millions de personnes. Fait que là, tu sais, t'as un gros choc sur les... Les gens sont différents. Ces dirigeants-là, il y avait des couilles pas pires pareil dans ce temps-là. Ben, Sérieusement. Hein? ouais, mais tu sais, c'est un changement brutal du corps électoral avec un changement brutal dans l'environnement socio-économique de la nation. Fait que, Chris, tu devrais avoir tout un choc politique là, qui se produit. Puis si les gens qui tiennent de l'argument du transplantation culturelle, ils disent que ça va réduire la qualité des institutions, ben ici, on devrait le voir. Parce que 100% des gens, ceux qui aiment l'Ouest puis ceux qui haïssent l'Ouest, viennent de se joindre à l'Allemagne. Donc, tu devrais avoir un gros, gros choc. Tu n'as pas d'effet de sélection. Parce que, tu sais, quand les Cubains viennent aux États-Unis, les Cubains, ils ne vont pas reproduire le socialisme, OK? Je connais aucun Cubain aux États-Unis qui dit « Moi, j'aime Castro ». OK? Fait que, tu sais, il n'y en aura pas de reproduction. Mais On l'a vu avec Maduro. Là. Maduro a été enlevé par les Américains. Partout dans les diasporas, c'est la fête puis tout ça, mais dans le pays comme tel, c'est tranquille. là. Tu sais, c'est pas la même game. Les ouais, ben, diasporas trippent bien raide, mais je veux dire, si c'est tu as ça. quitté le Venezuela parce que tu n'étais plus capable de Maduro, ça se peut que tu l'aimes pas beaucoup. Là. Ben, c'est ça. Mais là, ici, parce que tout le monde se joint à l'Allemagne, l'effet de sélection, il n'existe pas. Fait que Ouais, ce c'est qu'on ça. peut Si tu as travaillé toute ta vie dans cette Asie, puis tu t'as battu des Allemands de l'Est toute ta vie, puis tu les as dénoncés, puis tu les as espionnés, t'es là, maintenant soudainement, un il faut que tu citoyen deviennes boulanger. Là. ben, tu es aussi un citoyen de l'Ouest. Parce qu'il y a eu beaucoup de tolération à l'égard de gens aux opinions, aux choses qu'ils ont faites. Écoute, disons-le comme ça, il y a beaucoup de... On a regardé de l'autre côté. OK? Ils l'ont fait en... By the way, ils l'ont fait en 45. Après la guerre, il y a quelques personnes qui avaient participé à des choses de très mauvais goût. 6 batchs qui ont été envoyés en Argentine, par exemple. Oui, mais il y en a aussi en Allemagne qui ont été très tolérés. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, sans faire de sarcasme puis d'euphémisme, puis la dénazification de l'Allemagne n'a pas été complète. OK? Il y a eu beaucoup de tolération de gens qui ont fait des choses absolument atroces et qui ont été gardés. Ben, ils ont fait la même chose encore après 89, quand la réunification s'est faite. Des gens qui ont participé à la Stasi ont été
On a regardé de l'autre côté pour la Hey, volonté de c'était-tu vouloir. 10% de la population de l'Allemagne de l'Est qui travaillait, genre, pour les services d'espionnage ou quelque chose de même? C'était comme débile, là. Ouais, mais ça, c'est un petit peu exagéré, ce chiffre-là. Ce C'est un petit peu 10%-là, exagéré, mais même à c'est ça. c'est le cumulatif de gens qui ont peut-être une fois donné de l'information à la OK, Stasi. OK, c'est les informateurs et les travailleurs de la Stasi. Exactement. Donc, c'est comme si toi, tu avais, disons, un peu comme ça, une fois, tu avais appelé la police pour dire que ton voisin mettait la musique trop forte, puis on disait, ben Yann travaille pour la police. Ouais, OK. Fine, d'une certaine manière, mais c'est très lousse comme définition. Mais d'une certaine manière, ce que ça veut dire dans le cumulatif, 10% des Allemands de l'Est avaient, d'une manière ou d'une autre, fait affaire avec la Stasi, donc pas négligeable. Tu sais, c'est bien du monde. Ou qui ont travaillé pour dans le passé, ou peu importe. Mais ici, ce qui est vraiment cool, c'est à cause que tout le monde doit se joindre à l'Allemagne, à la nouvelle Allemagne, qui est en fait l'ancienne Allemagne de l'Ouest, ben t'en as pas d'effet de sélection. Tout ce que tu as, c'est des gens qui ont toute la distribution de croyances que je t'ai décrit, puis tu pourras avoir un gros choc sur la qualité des institutions. Check, GPT me sort un peu les chiffres, là. Effectif officiel, c'était 91 000 permanents à la fin des années 80. Collaborateurs officieux, donc ce que Voilà. tu disais, 173 000 à 200 000 informateurs. Proportion par rapport à la population de 16 millions, ça représente 1 pour 180 des travailleurs et environ, c'est quoi? Si on inclut les informateurs, certaines estimations avancent qu'environ 2 millions de personnes ont collaboré à un moment donné. Puis c'est Voilà. ça qui arrive à 10% de la population. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Là. Donc, c'est pour ça Mais que. tu as quand même 200 000 informateurs officieux. Là, je veux dire, hey, Ben, actif, c'est ça que ça veut plus dire. les 91 000 employés. Tu as 300 000 personnes, là, eux autres, ils n'ont pas été fins avec leurs compatriotes. Là, Ouais. Ben, c'est pour ça que quand je dis que le régime, après la réunification, il y a eu beaucoup de tolérance d'actes atroces, ben, ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'est aussi fait après la réunification. Des pas fins qui ont été réintroduits et que leurs actes passés ont été comme Tolérés. tolérés, c'est un gros mot, mais disons ignorés pour les fins de passer à autre chose. OK? Donc, c'est pas un jugement moral que je fais là, pour les petites personnes qui veulent s'indigner. C'est purement descriptif ce que je dis. Selon moi. Monsieur Schmitt, qu'est-ce que vous faisiez pour la Stasi? Moi, je tapais du bâton sur la tête des gens. Je dis, parfait, venez battre le pain, mon ami, vous êtes boulanger demain matin. Ouais, ben, écoute. OK. Vous avez des bons poignets. Chris, tu me fais mal à la tête des fois, man. Mais écoute, le point, c'est qu'ici, garde tout le contexte que j'ai donné. Là, on a fait le build-up. Le contexte que je viens de donner, c'est le setup parfait pour tester si un gros groupe de gens Ben oui. qui représentent une grosse partie de la population, là, on parle d'un Ça excite quart, le chercheur. Là. ben, ça excite le chercheur, puis il n'y a pas de bruit des autres facteurs. Le seul effet que j'ai ici, c'est le choc culturel. C'est-à-dire. Ouais, parce que là, on parle d'une ethnicité très, 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 très semblable. Là. Oui, puis j'ai pas d'ethnicité, j'ai vraiment juste une différence de croyance. OK? C'est purement parce que les Allemands sont pas mal un groupe ethnique linguistique assez proche. Donc, la seule différence qui existe ici, là, c'est un clash de préférences. OK? Ils ont une histoire partagée, ils ont une histoire linguistique partagée. La seule différence qu'il y a ici, c'est la différence culturelle qui existait peut-être avant 1945 et qui a été définitivement D'où créée. votre titre, là, deux enfants de mères différentes. Là. Exactement. Ils ont le même inséminateur. Là. Exactement. Fait que là, ici, tu vas avoir l'effet qu'on peut estimer sur la qualité des institutions. C'est seulement la culture et uniquement la culture. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'ethnique. Il n'y a rien de linguistique. C'est purement des différences de préférences politiques. Et ce qu'on dit, c'est OK, parfait. Prenons les indices de liberté économique. Prenons les indices sur la réglementation, la taille de l'État. Puis essayons de faire la méthode. Ben oui, mais là, t'as un peu. Là, tu prends un pays qui est vraiment plus riche que l'autre, puis là, tu les unifies ensemble, puis tout ce que tu mesures, c'est des affaires économiques. Tu sais, je veux dire, sérieusement, Vincent, si tu avais voulu être sérieux dans ta recherche, as-tu mesuré le bonheur des gens? Ben, en fait, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment les institutions.
Il y en a qui l'ont fait pour le PIB. Fait que là, je peux parler de ça. Je pensais pas en parler, mais je vais le Parce mentionner. que les Allemands de l'Est se mettent à faire un petit peu plus d'argent en s'unifiant à l'Ouest, qu'ils sont plus heureux, Vincent. L'argent ne fait pas le bonheur. Ben, écoute, on a déjà fait un épisode là-dessus, puis la réponse, c'est que oui, l'argent fait le bonheur. En fait, voici le vrai statement là-dessus. Si tu enlèves de l'argent aux uns, ils sont toujours plus malheureux. Si tu leur donnes plus d'argent, ils sont marginalement plus heureux. OK? Fait que si c'était l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça voudrait dire que je peux t'enlever de l'argent et tu ne seras pas plus misérable. Étrangement, quand tu enlèves aux gens de Ça l'argent, marche pas, ça? ils sont misérables. Fait que OK. il y a quelque chose dans la logique, l'argent ne fait pas le bonheur, qui est très incomplète comme affirmation, mais je vais laisser les illettrés de l'IRIS à leurs commentaires toujours pertinents. Ici, nous, ce qu'on fait, c'est que tout le monde qui a regardé sur les variables économiques, ce qu'ils ont trouvé, c'est peut-être que l'Allemagne de l'Ouest est devenue un petit peu plus pauvre qu'elle ne l'aurait été autrement. Donc, c'est pas qu'elle s'est appauvrie, c'est juste qu'elle a eu moins de croissance. OK. Puis ça, c'est important ce que tu dis là, parce que le choc est gigantesque. C'est des gens qui arrivent avec des institutions complètement différentes, avec Ouais. je veux dire, 40 ans de communisme derrière la cravate, là, on s'entend, des skills professionnels atrophiés, des skills, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs qui sont pratiquement inemployables, là, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas travaillé dans une économie capitaliste depuis fort longtemps, là. Puis sont pauvres, il n'y a pas d'actifs immobiliers incroyables, il n'y a pas, tu sais, là, tu mets tout ça ensemble, là. Puis ce que tu dis, c'est qu'on réussit quand même à avoir de la croissance économique. C'est qu'ils n'ont pas ralenti autant l'Allemagne qu'on aurait pensé, autrement dit. Oui. Puis ça, c'est le premier résultat qui était sorti là-dessus, c'était ça. Tu as des gens qui ont raffiné les données, qui ont regardé un peu, puis qui trouvent qu'il y a peut-être eu un effet négatif temporaire et transitoire, OK? Qui s'est refermé après quelques années. Et comprenable, là. Ben, est comprenable. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit, regarde, arrêtons de regarder juste le PIB puis tout ça. Regardons la qualité des institutions. L'argument, c'est pas sur juste le PIB, c'est sur la qualité des institutions. L'argument des gens, c'est sur les institutions. Fait que Parce qu'en 88, là, quand ils ont commencé à parler de ces affaires-là, il y a sûrement des gens qui disaient, écoute, on ne fera pas rentrer les communistes ici, ils vont tous scraper notre démocratie libérale. C'est sûr qu'il y a du monde qui pensait ça, là. Oui. Puis un des partis qui était au pouvoir, encore une fois, le FDP, croyait ça. Donc, ils étaient dans la coalition gouvernante, puis eux autres, ils croyaient vraiment que this is a really bad idea. Right? On ne peut pas les intégrer de la même manière. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ben, en fait, il faut le faire de manière graduelle. Il faut que ça prenne une décennie. On peut pas. Il faudrait que la réunification soit complétée en 2000 au lieu dans 90 ou 80, en fait, en 91. Puis là, nous, ce qu'on a fait, c'est que, regarde, gros choc, regardons la qualité des institutions. Fait qu'on a pris des indices de liberté économique. Puis la méthode qu'on a utilisée, c'est celle que, voyons, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est la méthode des contrôles synthétiques où tu prends d'autres pays qui ressemblent à l'Allemagne et tu essaies de regarder qu'est-ce qui se serait passé pour l'Allemagne si elle était restée comme ces autres pays-là. Puis ceux qui sont au visuel ici, qui voient l'écran, ce qui est montré, c'est la ligne pointillée, c'est l'Allemagne sans la réunification, puis c'est l'indice de liberté économique. OK? Celle qui est pointillée, c'est si on réunifie jamais, voici à quoi ça ressemble. Donc, dans les années 70, grosse crise économique, 73, la crise du pétrole, tout ça, fait qu'on voit le crash qui est là. Puis après ça commence à remonter. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce qu'avant la réunification, je comprends pas pourquoi il y a une différence. Ben, la réunification, c'est la ligne verticale comme ça. Il n'y a pas de différence. Okay? L'effet est très petit. Si tu regardes l'échelle, là, la différence est très minuscule. C'est à cause de l'anticipation de la réunification que les chiffres changent avant 1989? Non, parce que là, toi, tu regardes la différence juste à gauche de... Ouais, je suis pas rendu à droite, là. Ben, la différence n'est pas significative. Donc, puis il y a d'autres tests où est-ce qu'on montre que c'est à peu près 18 heures. Les deux lignes se traquent. En gros, là, quand tu regardes celui-là, ce que tu veux, c'est que sur la période entière avant la réunification, les deux courbes bougent pas mal ensemble. Puis, c'est ce que tu vois généralement. Puis, l'idée, c'est que après, ce que tu vois après la réunification, la différence entre les deux lignes, c'est l'effet causal de la réunification. Puis, tu vois que, écoute, il y a eu un effet. Il y a eu un effet négatif sur les institutions. La liberté économique, globalement... Écoute, s'il n'y en avait pas eu, moi, j'aurais dit votre recherche est tout croche. Ça ne marche pas, là. Ben, écoute, l'effet
est là. Il est particulièrement plus gros dans les premières années. Mais après un moment, il se résorbe un petit peu, la liberté économique recommence à augmenter et l'écart entre les deux se referme. Et après 1995, excuse-moi, la différence est plus statistiquement significative. Donc, les tests on veut voir, est-ce que ça, c'est vraiment différent de zéro? On trouve que non, ça n'a plus vraiment d'effet après 95. Donc, il y a un effet qui est là, transitoire, qui dure peut-être 5-6 ans, mais il est modeste. Que si tu regardes l'échelle là, sur l'axe des Y, c'est une baisse de liberté économique d'à peu près 6% relativement à ce que ça aurait été. Donc, c'est pas une grosse baisse, mais c'est pas une petite baisse non plus. Fait que là, ben, regarde, t'as le premier gros résultat, puis ça, c'est le résultat global. Mais Fait que après, on finalement, l'a en fait. rentrant les communistes dans la place, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui était communiste là-dedans. Là. Ouais, ben en fait, regarde, laisse-moi juste parler des résultats, puis je vais donner un peu moi l'interprétation que je fais de ça à la fin, puis je vais expliquer un peu comment nous autres, on a eu une dure ride avec cet article-là, moi, Kevin, puis notre. Oui, parce que c'est ça, tu m'avais dit, tu avais eu de la difficulté à le faire approuver, l'article. Ben, en fait, on a fait chier tout le monde. Les gens qui sont pro-immigration, puis les gens qui sont anti-immigration. Fait que, tu sais, on faisait OK. plaisir à personne. Puis quand je vais donner l'explication, je pense que tu vas comprendre pourquoi. Mais écoute, Dans juste la pour. révision d'un article, ça, c'est important, ça, d'avoir une opinion préétablie sur ça? Ben, ça veut dire que la personne pense, à cause de son opinion, peut penser qu'est-ce qu'on a fait de croche. OK. Parce que ça ne fit pas avec ce qu'elle s'attend de voir. Donc, elle va souligner un paquet de problèmes qu'on a, puis l'éditeur décide si oui ou non il pense que les problèmes sont fatals à l'article. Puis, ben là, ici, cette fois, dans l'article, où est-ce que ça a été accepté ultimement? Bon, on a fait plusieurs modifications à chaque fois pour répondre à des critiques qu'on a eues après des rejets. Puis fondamentalement, ça n'a rien changé. Donc, on est arrivé OK. tout le temps à la même histoire. Des La fois, même avec conclusion avec des ajustements de méthodologie pour faire plaisir à des gens. exactement, puis plein de tests de robustesse. Mais on a dit, OK, regardons aussi d'autres indicateurs de liberté économique. Fait que pas juste la liberté économique en général. Regardons les droits de propriété. Même chose. Il y a une petite réduction des droits de propriété, de la qualité des droits de propriété après la réunification. Quand on regarde la politique monétaire, il y a une grosse drop sur la politique monétaire pendant une couple d'années. Ce que tu devrais t'attendre quand tu prends l'argent d'un autre pays, puis tu dis, écoute, on va la réintégrer à la parité, ben l'inflation Ah va oui. être un petit peu plus élevée. Donc, la Ben, c'est sûr, qualité. je veux dire, tu t'intègres d'un seul coup du papier qui valait rien, puis soudainement, tu dis, hey, ça vaut de quoi ton papier cul, man? Ben, exactement. Donc, tu sais, là, je veux dire, je vais peut-être faire, je vais pas me faire des amis chez mes amis péquistes, mais le graphique que vous avez là, ça ressemble à mon commentaire dans le Devoir sur l'union monétaire, qui était la politique monétaire qui était proposée par le Ça a Parti québécois. déjà été testé. Ça, écoute, I'm just saying, maybe, si tu veux le faire, il faut vraiment que tu sois crédible. Puis, il faut se rappeler que dans les banques centrales, by the way, standard, si tu pouvais faire une hiérarchie de la performance des banques centrales, ben, la Fed serait comme deuxième derrière pré-2000, donc pré-euro, mettons. La Fed aux Allemagne. États-Unis serait derrière, en deuxième place, serait derrière l'Allemagne de l'Ouest avec la Bundesbank, qui était de loin la banque centrale la plus fucking agressive sur l'inflation. OK? Il y a quelque chose dans l'histoire allemande, puis l'hyperinflation, puis les conséquences de Moi, je comprends l'hyperinflation. pas pourquoi ils ont accepté de rentrer dans l'euro aux autres, sérieusement. Ben écoute, je vais accepter la thèse dans la série britannique Yes Minister, où est-ce que le bureaucrate explique aux politiciens que tous les pays se joignent à l'Europe pour, pour des fins de politique interne. Puis il dit, mais pourquoi l'Allemagne? Parce qu'ils veulent avoir la réadmission à la race humaine. Non, mais c'est vrai, pareil. Des fois, tu regardes ça, là, tu regardes la situation de l'Allemagne dans l'Europe, puis tout ça, puis tu dis, oui, hein, on va avoir une monnaie commune, on va travailler avec la France. Puis là, tu dis, ah, c'est une bonne idée. Tu dis, c'est qui le cave qui a pensé que c'était une bonne idée d'être un compatriote monétaire de la France, toi? Oui, ben tu sais, la joke britannique, parce que c'est de l'humour Imagine la britannique. Grèce à ce temps. Ben, l'humour britannique que je viens de te donner explique un peu la réalité plus fondamentale avec, bien sûr, l'humour britannique cruel, que l'histoire allemande a une influence très importante sur la détermination des politiques publiques
par exemple, quand tu parles à des économistes allemands qui travaillent dans les banques centrales, leur aversion à l'inflation, souvent, tu vas avoir un argument qui est donné que l'hyperinflation a donné la naissance du parti nazi en Allemagne. Si tu n'avais pas eu d'hyperinflation, les politiques des années 20 auraient été meilleures. Si les politiques des années 20 avaient été meilleures, la récession aurait été moins extrême, les nazis n'auraient pas pris le pouvoir. C'est ça, Donc, tu sais, l'économiste de la Banque centrale allemande, lui, dans sa tête, là, si tu as trop d'inflation, ça finit en génocide. Là. pas mal. Fait que, tu sais, le poids de l'histoire existe. Puis dans les politiques monétaires allemandes, la réunification, justement, une des craintes. C'est pour ça que les libéraux, le Parti libéral, tu peux t'imaginer que ça vient. Puis d'ailleurs, le Parti libéral là-bas, il est calissement plus libéral que le Parti libéral ici. Fallait que ça soit dit. Fallait que ça soit dit. Je m'excuse, mais tu sais, quand ils disent peut-être qu'on pourrait avoir une flat tax, je suis comme Can I have this as liberalism? Je veux juste le souligner, mais eux, une des choses qu'ils disaient, c'était les dangers de Make the l'inflation. pill Q-liberal again. Ah ouais, mais eux, ils disaient encore la ligne dans les années 90. Les dangers de l'inflation, c'est tu mines les fondations d'une démocratie libérale. Fait que c'est pas une bonne idée de les réintégrer à la parité. Ça offre des dangers de long terme. Puis c'est ces arguments-là qui étaient faits par ça. Puis tu le vois qu'il y a eu un De effet. faire ce qu'ils ont fait, ça revient à imprimer d'un seul coup quand même beaucoup d'argent. Là. Ben, il faut que tu fasses un ajustement quelque part. Fait que soit tu dois avoir une politique monétaire très contractionniste dans le reste du pays. Fait que tu C'est-à-dire augmentes que- tes taux d'intérêt en le faisant. Là. Exactement. Fait que tu vas avoir un effet sur l'activité économique. C'est vraiment pas facile de faire cet ajustement-là pour éviter de l'inflation qui vient avec. Et tu as eu quand même un peu d'inflation. Donc, la qualité des politiques monétaires a diminué. Mais ils se sont rattrapés après de telle sorte que l'Allemagne est pas mal revenue. Mais c'est réellement un transfert de richesse qui s'est fait entre les deux, puis c'était volontaire. Là. C'est ça qui est spectaculaire, pareil. Là. Oui, oui, oui. Puis il y a eu beaucoup de politiques publiques qui ont été faites pour faciliter la réunification. Donc, des fonds d'infrastructure publique. Il y a eu une taxe qui s'appelait la SOLI, qui était vue pour financer les transferts d'Allemagne de l'Ouest vers l'Est, qui a été finalisée. Donc, c'était une des rares taxes transitoires qui a existé parce que c'est terminé, je pense, 2010, j'ai envie de dire. Je me souviens pas du chiffre, mais elle était définitivement transitoire. Elle a vécu longtemps, mais elle est éventuellement morte. Mais tu sais, tu as eu vraiment des gros transferts de richesses pour faciliter la réunification. Quand tu regardes la réglementation, donc l'indice de réglementation, même chose. Tu as un déclin immédiatement après la réunification qui est quand même assez important, mais il se Parce que ce ressort. pays-là aurait pu se libéraliser sans fusionner avec l'Allemagne de l'Ouest. Ça aurait pu devenir un autre pays, là, honnêtement. Là. C'était pas obligatoire que les deux Allemagnes se réunifient ensemble. Là. Exactement, ça aurait pu devenir comme n'importe quel autre pays de l'Europe de l'Est. Donc, ça aurait pu devenir une Estonie ou quelque chose comme ça, en étant souveraine et indépendante de l'Allemagne de l'Ouest, mais en les réabsorbant. Il y a eu un effet sur les institutions de l'Allemagne de l'Ouest, mais encore une fois, je vais souligner qu'il était transitoire. Donc, tu vois que les deux lignes, éventuellement, fur et à mesure que tu t'éloignes de la date de la réunification, les lignes recommencent à se marier entre elles. Mais l'effet de long terme, c'est que ça a disparu. Puis quand tu regardes même des trucs comme la taille de l'État, ben l'État était un petit peu plus gros qu'il aurait été autrement s'il n'y avait pas eu la C'est réunification. rapide, pareil, là, le retour à la normale. Là. Ben, c'est ça. Fait que nous, là, écoute, les images sont finies, fait que je peux arrêter le Mais share screen. ça reste que c'est ta ligne pointillée là, que tu nous montrais. C'est une ligne fictive qui est créée. C'est un indice que vous avez créé de votre côté vous-même. Fait que c'est la raison pourquoi tu te faisais challenger autant dans... Non, c'était pas Non? la méthode, parce que la méthode qui est utilisée, ça s'appelle la méthode des contrôles synthétiques, puis c'est assez accepté parce OK. que tu te bases sur un algorithme qui est sur les autres pays et tu cherches un seul set de combinaisons des autres pays qui, sur toute la période, crée la meilleure combinaison possible. Et il y a une série de conditions très restrictives qu'il faut que les données aillent avant d'appliquer l'algorithme pour que ça soit valide comme exercice. Nous, le Fait que c'est un problème... genre d'hybride, un 15% de France avec un 10% de Suisse. Ben, en puis- fait, regarde, je l'ai pas mis, mais je peux le trouver. Pour la liberté économique en général, les poids, je vais le dire. Là. OK, pour le premier, c'était 8% Belgique, 5% Japon, 36% Allemagne, 51% États-Unis.
Puis là, on a fait plein d'autres tests. On a étendu plus Fait que loin c'est dans ça, le... ta ligne pointillée, c'est un pays hybride où est-ce que tu as pris des données dans un peu plein de pays qui ressemblaient, dans le fond, à l'Allemagne. Exactement. Donc, on a pris tous les pays de l'OCDE. OK? OK. C'est ça. Puis on a dit, écoute, ça, c'est tout le club des pays avancés. Puis tous ces pays-là, c'est tous des pays qui sont comme l'Allemagne avant 1989, mais aucun d'entre eux a la réunification allemande. No shit. Tu sais, il y en a... Fait que, fait que tu faisais la combinaison qui matchait le plus possible les données avant 89, puis là, d'un coup, tu as trouvé ça, là, tu pars ton ton L'explication. hybride après. Puis, OK, fait que là, je comprends c'est quoi qui a été fait. C'est pour ça que, ben, c'est de la question que je t'ai posée tantôt, tu n'as pas répondu. C'était pourquoi tu as un écart avant 89? C'est parce que ton hybride, c'est pas une réplication parfaite de l'Allemagne, c'est quelque chose qui s'en approche le plus possible. Ouais, excuse-moi. C'est sûr que... Là, je comprends ce que tu voulais dire, là. C'est parfait. Je m'excuse, j'aurais dû... Tu sais, il y a beaucoup de pièces puis des choses pour moi qui sont évidentes puis que j'oublie qu'il faut que j'explique pour que les gens suivent l'entièreté de l'argument. Mais en gros, là, c'est comme ça que tu Fait que là, t'as t'as super le bien trois résumé. quarts des auditeurs qui viennent de finir ce petit bout-là, puis là, qui reculent 15 minutes en avant, puis qui recommencent. Ben, messieurs, mesdames, je m'excuse. C'est à ça que ça sert YouTube. Ben, écoute, Chris, oui, une chance, hein? Ça n'aurait pas été pareil il y a 30 ans, cette affaire-là, puis définitivement pas à Radio-Canada, parce que là, j'en aurais perdu la moitié des journalistes après 2 minutes. Tu sais, je veux dire, je me souviens d'une discussion avec un journaliste parce que ça m'a pris 1 heure à expliquer c'était comment l'indice d'inflation fonctionne. Puis j'étais comme tabarnak. Euh, J'étais là comme. Écoute, je sais pas Et qu'est-ce que ça je fais. devrait être dans du prérequis là, pour être un journaliste économique. Ben écoute, on se souviendra toujours de l'excellent article parce que le PIB était négatif pendant une année. Ah, arrête. Celle-là, je l'avais trouvé excellente. Le PIB est négatif cette année. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. J'étais là, oh shit, this can happen. This is really. Enfin de la vraie décroissance. Tu peux pas décroître plus que ça. Tu Là. peux pas décroître plus que ça, gang. Ben écoute, mais là, nous, en fait, la raison on a eu beaucoup de pushback sur ça, c'est parce que d'un côté, on faisait plaisir pas mal à tout le monde, puis on faisait chier tout le monde en même temps. Parce que ceux qui disent que l'immigration n'a pas d'effet négatif sur les institutions, ils sont en train de dire que, regarde, il y en a un. C'est faux. Il y en a un, il y a vraiment un choc, là. Il y a quelque chose qui existe. Mais pour ceux qui se disent que ça a un choc, on trouve que le choc, il dure comme quelques Pas années, longtemps. Là. puis il fait de 6 à 7 %. Donc, le plus gros de tout, tu regardes proportionnellement. Hey, puis ça, c'est de la grosse. Ça, c'est de l'immigration massive en tabarnak d'ajouter 16 millions d'un coup. Là. Ben, exactement. Fait que là, nous, le point qu'on fait, c'est, écoute, étant donné le choc, là, proportionnellement, je m'attendrais à Ça te rendrait de quoi de plus violent un peu. quelque chose d'un petit peu plus gros que ce que j'ai trouvé. Mais ça, c'était ce qu'on avait écrit initialement. Puis plus on y pensait, puis Kevin puis moi, on a changé la conclusion de l'article pour ça, c'est que, en fait, ça confirme un point qui est vraiment oublié dans la capacité d'accueil des sociétés. C'est que quand tu as des gros chocs comme ça, là, ben, la question, c'est le degré de flexibilité que la société a pour donner aux gens la marge de manœuvre pour s'ajuster. Puis le point qu'on faisait, c'est peut-être que l'Allemagne a été capable d'accommoder une réunification aussi extrême parce que c'était l'Allemagne. Parce que l'Allemagne de l'Ouest était une société libérale, démocratique, Ouais, avec c'est ça. un Le contraire, le faire rentrer les gars de l'Ouest, les rendre communistes demain matin, ça aurait été un petit peu plus tough. Il aurait pris une couple de coups de bâton de plus, je pense. Ben, peut-être que, écoute, imaginons comme ça que c'est l'Allemagne de l'Est qui absorbe. Chris, j'aurais dû. Maintenant que tu dis ça, je pense que ça aurait été une crise de bonne manière de conclure l'article. C'est est-ce que si l'Allemagne de l'Est avait absorbé l'Allemagne de l'Ouest, puis que Ça, c'était. ça serait fait sans violence? Ben, est-ce que le PIB de l'Allemagne de l'Est aurait chuté proportionnellement en plus? Donc, mettons que tu renverses la situation. Là. Il Que aurait c'est juste- réussi à augmenter, je pense. Mais que ta seule différence, c'est sur la qualité des institutions. Ben, je pense que ce que tu aurais eu, c'est probablement des chocs négatifs. Tu aurais probablement eu plus de tensions. Puis ça, c'est là que ça déplaît encore. Puis ça nous a causé encore plus de problèmes. Il aurait Parce qu'on probablement trouvé qu'il manquait de prison un peu dans l'Ouest. Là. ouais, puis tu aurais à dépenser un petit peu plus sur les prisons. Mais quand tu y penses, ça déplaît à encore plus de gens ici. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est, écoute, ces gros chocs de population-là, le degré auquel ils vont faire des difficultés pour les sociétés d'accueil,
dépend de la qualité des institutions des sociétés d'accueil. Si tu es une Et non de société... ceux-là qui immigrent, autrement dit. Exactement. Donc, si, mettons, tu es la France, puis je vais y aller puis t'approcher sur la France versus l'Allemagne, la France va avoir beaucoup plus de difficultés à absorber n'importe quelle quantité d'immigrants que l'Allemagne. À Pourquoi? cause de ces institutions de cul. Parce que la France a des institutions qui rendent plus difficile l'ajustement. Donc, les réglementations sont plus lourdes. La taxation décourage le travail. Donc, Fait que les immigrants se ramassent en ghetto beaucoup plus facilement en France qu'en Allemagne, mettons. ça crée des tensions, ça crée des résistances. Tu peux plus facilement utiliser l'intégration économique comme manière de canaliser les tensions dans quelque chose qu'ils ont le temps un peu de s'éteindre parce que les gens s'intègrent à la société d'accueil et se mettent à converger Ben, vers... historiquement, les pays communistes, ils n'étaient pas très bons en immigration d'habitude. Hein. C'était plus difficile un peu. Il n'y a pas une grosse demande. Ben, Mais mettons qu'il y en avait, là, tu sais, nous autres, on ils envoyait le prof Lauzon, là, mais il t'a fait pas longtemps non plus. Il n'aimait pas ça, je pense. ben, exactement. Mais aussi, dans l'article, on souligne une couple d'autres cas où est-ce que des, euh, des grandes vagues d'immigration ont causé des tensions assez importantes. Par exemple, en Jordanie, qui est un des exemples qu'on a, c'est qu'après une vague d'immigration, notamment de Palestiniens, tu as eu... On parle pas de pays qui ont des institutions incroyables. Là. ben, ils ont été obligés de libéraliser économiquement. Donc, ils ont été obligés de faire des À réformes cause de l'immigration qu'ils ont eue. à cause de l'immigration, mais aussi, il y a des pertes de liberté civile qui se sont faites. Donc, tu sais, tu as eu comme une sorte de réponse un peu mélangée de la part des institutions parce que il y avait de la difficulté à absorber le choc. Alors qu'en Allemagne, l'absorption s'est faite d'un choc massivement plus gros. C'est fait assez bien. Puis ça, je pense que c'est le point que j'aimerais qu'on fasse quand on Ben, écoute, répond. un des pays présentement qui accueille quand même beaucoup de monde, même de façon illégale, ça reste les États-Unis. Puis je veux dire, sérieusement, c'est beaucoup plus hétérogène aux États-Unis qu'au Québec, là, on s'entend, là. Oui, ben en fait, les gens pensent, les deux des pays qui ont le plus haut niveau quand tu prends les indices de fractionnalisation ethno-linguistique, les gens pensent que le Canada est, par exemple, un pays homogène. Le Canada est un des pays les plus hétérogènes qu'il n'y a pas, en partie à cause des Français du Québec, mais aussi pour un paquet d'autres raisons, notamment les groupes d'immigrants qu'il y a au Canada. Mais tranquillement, pas vite, avec l'espagnol, les États-Unis s'en vont là. Oui, mais en même temps, quand tu regardes, là, je sais qu'on a des gens qui vont se mettre à capoter, mais la qualité des institutions au Canada, là, Mais bonne. est bonne. Là. Arrêtez de capoter. Là, je veux dire. On est Il y des a des... British. Hein, écoute, c'est là que ça vient avec les rôles des institutions. Si tu as beaucoup de check and balance, de garde-fous, de valves d'évacuation où les gens peuvent chialer, voter pour quelque chose, mais il n'y a rien de stupide qui se produit après les résultats des votes, puis que les choses sont plus consensuelles, puis qu'il y a l'effort de prendre le temps, de modérer les choses, ben, tu vas avoir justement, dans le long terme, une Je pense qu'on accommodation. perd. Mais on perd. L'idée, c'est quoi un vrai shit-hole, des fois, quand on est Canadien? Tu sais, tu te dis, ouais, on a eu Trudeau pendant 10 ans, c'est une catastrophe économique. Fair enough, c'est tout vrai, mais tu sais, ça reste quand même au Canada. Tu sais, c'est pas... Ben, c'est ça. Puis écoute, après qu'on a eu l'article accepté, ce qui a été accepté juste avant Noël, Kevin puis moi, j'ai trouvé juste après, j'étais dans le temps des fêtes, je faisais des lectures parce qu'on avait le temps. Je trouvais un article qui disait pas mal ce qu'on était en train de dire comme conclusion. Il regardait quelque chose de très différent, mais il regardait dans les pays d'Europe lesquels ont créé les réactions en fonction du nombre d'immigrants puis de réfugiés qu'il y a eu. Puis là, ici, c'est les réfugiés qui est important parce que les réfugiés, t'as pas vraiment un biais de sélection. Quand tu es réfugié, je dis ça de même, là, mais tu vas à la première place qui te prend parce que sinon tu meurs. Le biais de sélection est un petit peu moins important. Quand on parle de vrais réfugiés aussi, là, on s'entend. Tout le Ah, monde comprend que ceux-là qui ont passé par le chemin Roxham, là, c'est un peu discutable. Là. ouais, ben, nous autres, là, je parle dans le cas extrême, là, on parle des réfugiés syriens, on C'est parle ça. des réfugiés dans le cas de la Libye, donc les conséquences du printemps arabe aussi. Donc là, tu sais, un gros nombre. Puis ce qui est regardé, c'est à quel point il y a eu un gros backlash. OK? Donc, où est-ce que, si tu tiens compte de la taille de la cohorte d'immigration, est-ce que le niveau de liberté économique de ce pays-là
modère pour chaque unité de réfugiés qu'il y a. Est-ce que ça modère l'effet? Puis l'effet, c'est qu'apparemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de backlash. Mais les sociétés qui ont eu le plus grande difficulté d'accommoder un changement de ce type-là sur leurs institutions, c'était toutes des sociétés qui ont des institutions un petit peu moins bonnes dans la distribution européenne. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Ceux qui s'y ont mieux réussi, c'est l'Allemagne, la Norvège. Eux, ils ont réussi à mieux gérer ça, le Danemark. Donc, le backlash n'est pas aussi extrême. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas de backlash. Tu vas avoir tous les gens qui vont me dire mais la Suède, mais c'est pas ça le point ici que je fais. Il y a beaucoup de backlash, Vincent, qui est souvent lié à de l'anecdote. Tu sais, je veux dire, on n'est pas... tu sais, surtout dans le monde où est-ce qu'on vit avec des vidéos, là, on a l'impression, tu vu tel immigrant a fait telle affaire. Ouais, tu as déjà vu un blanc faire ça aussi. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu aller dans la recherche empirique un peu? On peut-tu aller dans quelque chose d'un peu plus solide pour se faire une opinion qu'un vidéo sur X? Mais si on faisait ça, qu'est-ce qu'Olivier Niquet ferait comme carrière? Je veux dire, sans l'opinion et l'anecdote, qu'est-ce qu'il ferait? Mais écoute, le point est donné. La chose que j'aimerais que les gens retiennent de pourquoi je parle de cet article-là, c'est vraiment que les effets de l'immigration... Ben oui, mais que les effets de l'immigration sont conditionnels aux institutions que tu as lorsque l'immigration se produit. Meilleures sont tes institutions, plus facile va se passer la transition. Exactement. Fait que c'est ça le point que j'aimerais faire. Puis je pense que ça fait respect à pas mal toutes les positions qui existent. Dans C'est le genre, sens ça que... va brasser, ça va être transitoire. Puis là, ça va brasser parce qu'on parlait d'immigration qui est réellement massive ici, là, on s'entend. Là. Ouais, 25% de la population, je pense pas que... Même Frédéric... de massif, je crois. Écoute, si Frédéric Lacroix trouve que 2%, c'est beaucoup, 25%, ça devient tolissement beaucoup. Fait que, écoute, merci bien pour cette partie gratuite-là. C'était super intéressant. Donc, on vous invite là, à continuer de suivre le trio économique. Ça devait être genre le 203e, quelque chose comme ça qu'on vient de taper. Là. Il y en a du stock. On essaie de ne pas trop se répéter. Hein? Fait qu'il y a vraiment quand même de quoi d'intéressant là-dedans. Là. Tout ça est basé plus souvent qu'autrement sur des vraies études, comme un peer review, comme Vincent vient de faire. Et on continue un petit peu pour la taverne, où est-ce que Vincent devient déjanté. On parle un peu plus d'actualité parce que, évidemment, ça, c'est nos Patreons qui ont accès à ça. C'est un petit peu plus en temps réel. Fait qu'on est moins intemporel un peu dans la taverne, bien évidemment. Fait qu'on continue une demi-heure, 45 minutes, exclusivement disponible sur Patreon. Jamais ça ne sera disponible sur YouTube de manière gratuite. On voudrait pas, quand même. On n'est pas assez civilisé dans la taverne pour que ce soit gratuit sur YouTube. On est très civilisé, mais on veut juste que les gens comprennent que nos auditeurs qui sont sur Patreon, on vous aime et on vous donne le Vincent en exclusivité.